la misère à la fortune. Dans l'obscurité de la misère et de l'abandon, ma vie n'était qu'une ombre sans espoir. Cependant, un jour, le destin m'a conduit à une rencontre qui a illuminé mon existence de bienveillance et d'amour. Cette histoire que je vais vous raconter est une plongée profonde dans les abysses de la solitude, mais c'est aussi le récit vibrant d'une transformation radicale de la misère à l'abondance, de l'isolement à l'appartenance à une famille aimante. Une histoire marquée par des émotions fortes, une histoire de renaissance et d'amour. Je m'appelle Alexis, et depuis aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours baigné dans un climat empreint de tension. Ma petite sœur et moi étions fréquemment les témoins silencieux des disputes et des hurlements de nos parents. Avec le temps, les querelles entre eux se sont amplifiées, créant un climat de plus en plus éprouvant. À la fin de mon année de 3e au collège, mes parents ont pris la décision de mettre un terme à leur relation. La maison a été vendue, les biens partagés, mais ni mon père ni ma mère ne désiraient assumer notre garde. J'avais alors 15 ans, ma sœur en avait 12. Après de longues et douloureuses discussions entre eux, ma mère a finalement accepté à contre-cœur de nous prendre avec elle, tandis que mon père s'engageait à verser une pension pour notre soutien. Le jour où nous nous sommes séparés, mon père s'est contenté de nous signifier que nous ne devions plus jamais chercher à le contacter, car il ne nous considérait plus comme ses enfants. Nos larmes coulaient à flots, mais mon père est parti sans un regard. Par la suite, ma mère nous a confiés à notre vieille grand-mère maternelle, puis elle s'est éloignée à son tour. Avant de partir, elle nous a enjoint, avec une pointe de tristesse dans la voix, de rester auprès de mamie et de lui obéir, promettant de revenir nous voir dès qu'elle pourrait. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés abandonnés, à vivre sous le toit de notre grand-mère. Malheureusement, mamie n'était guère enchantée de nous accueillir et exprimait fréquemment sa plainte quant à devoir s'occuper de nous à son âge. Chaque jour, ma petite sœur scrutait la fenêtre avec l'espoir fébrile de voir ma mère revenir. Elle me confiait souvent à quel point maman lui manquait, et ses larmes étaient fréquentes. J'essayais de la réconforter du mieux que je pouvais, tandis que mamie exprimait son agacement envers nos parents, les qualifiant d'irresponsables, sans comprendre pourquoi ils avaient engendré des enfants pour les abandonner ainsi. Par moments, mamie nous prévenait que lorsque son temps viendrait, nous finirions peut-être à la rue, car personne ne se soucierait de notre sort. De temps en temps, j'emmenais ma petite sœur au parc. Nous observions les autres enfants s'amuser, paraissant si heureux aux côtés de leurs parents. Des mamans les poussaient sur les balançoires, et ma petite sœur s'installa sur l'une d'elles. D'une voix tremblante, elle me demanda « Grand frère, pourrais-tu me pousser ?» Mes larmes coulaient alors abondamment. Nous avons vécu sous le toit de mamie jusqu'à mon entrée de terminale, mais soudainement, elle tomba gravement malade et nous quitta 2 mois plus tard. Ma mère fit son retour à ce moment-là pour les funérailles. Cependant, après l'enterrement, elle nous confia à un oncle en expliquant qu'elle vivait désormais avec son petit ami qui ne souhaitait pas que nous fassions partie de leur nouvelle vie. J'avais alors 17 ans. Ma sœur venait tout juste de célébrer ses 16 ans. Nous nous sommes retrouvés chez cet oncle, mais ni lui ni sa femme n'étaient enchantés de nous accueillir, car ils avaient déjà 5 enfants à charge et considéraient que nous représentions un fardeau supplémentaire. Notre tante ne nous portait pas particulièrement dans son cœur. Elle nous réprimandait constamment, nous assignant toutes les tâches d'une mère de famille. Et ma sœur et moi, nous n'avions nulle part où aller, alors nous nous contentions d'obéir en silence. Au bout de 3 mois, ma petite sœur atteignit un point de non-retour. Un soir, elle me confia son désir de fuir, de s'installer avec un garçon qu'elle venait de rencontrer récemment. Il avait 20 ans et vivait dans un petit studio. Ma sœur ne l'aimait pas particulièrement, mais elle argumentait que vivre avec lui serait mieux que de servir d'esclave pour notre oncle et notre tante. C'est ainsi qu'un matin, elle partit, me laissant seule face à cette nouvelle réalité. Un soir, alors que ma tante se confiait à mon oncle, j'étais dans la pièce voisine et j'ai tout entendu. Les mots de ma tante exprimaient sa satisfaction d'avoir réussi à se débarrasser de ma sœur. Mais maintenant, c'était mon tour. Mon oncle lui a dit d'être patiente. Il lui a assuré que dans 6 mois, j'aurais atteint l'âge de 18 ans et à ce moment-là, il me mettrait à la porte. Mes larmes coulaient silencieusement à l'écoute de ces paroles. Lorsque j'ai décroché mon baccalauréat avec une mention bien, j'ai ressenti un immense désir de partager cette réussite avec ma mère. Je l'ai appelée, emplie d'émotion, pour lui demander de venir célébrer mon diplôme avec moi. Cependant, sa réponse m'a coupé le souffle. Elle m'a dit que j'interrompais son moment au casino avec ses amis. Elle a tout de même trouvé un instant pour me féliciter brièvement avant de raccrocher.
Le lendemain, mon oncle m'a convoqué et m'a annoncé que dans quelques semaines, je serais majeur, et il avait en tête que je quitte leur domicile. Les larmes aux yeux, j'ai expliqué à mon oncle que je n'avais nulle part où aller et pas d'argent non plus. Mon oncle m'a fait part de ses préoccupations, expliquant que ma présence provoquait des disputes constantes entre lui et ma tante. Il m'a dit que si je ne voulais pas qu'ils finissent par divorcer, comme mes parents, il était impératif que je parte. En soirée, j'ai composé le numéro de ma mère pour lui exposer ma situation précaire et solliciter son aide financière. Sa réponse a été glaçante. Elle m'a signifié qu'elle ne pouvait rien faire pour moi, que ses finances étaient, elles aussi, dans une impasse, et qu'à présent, en tant qu'adulte, c'était à moi de me prendre en charge. La frustration montant en moi, je lui ai rétorqué avec colère. « Tu prétends ne pas avoir d'argent pour moi, mais tu as de l'argent pour les dépenser au casino. » Cependant, elle s'est contentée de répliquer qu'elle n'avait plus de temps à me consacrer, puis a brusquement raccroché, me laissant seule avec mon amertume. Devant cette situation désespérée, je suis retournée voir mon oncle et je me suis mis à genoux devant lui, le suppliant de m'accorder un délai de 2-3 mois pour trouver un emploi et un logement. À travers mes supplications et mes larmes, il a finalement accepté. J'ai consacré des journées entières à la recherche d'un emploi et finalement, une usine m'a proposé un CDD en tant qu'employé payé au SMIC. Pendant 3 mois, en parallèle de mon travail, j'ai cherché désespérément un logement. Cependant, trouver un logement en location qui accepte un jeune de mon âge sans garant ni CDI s'est révélé une tâche ardue. Avec mes économies, j'ai finalement acheté une petite voiture d'occasion après avoir obtenu mon permis de conduire. Lorsque les 3 mois se sont écoulés, mon oncle et ma tante m'ont sommé de quitter leur domicile. J'ai alors rassemblé mes maigres possessions pour les ranger dans ma voiture. Sans destination préalable, j'ai décidé d'appeler un camarade de lycée avec qui j'étais devenue très proche, espérant trouver un toit temporaire chez lui. Cependant, il m'a annoncé que leur logement était très exigu, accueillant une famille de 6 personnes, au point même que le salon était occupé. Préoccupé par ma situation, il m'a proposé à contre-cœur de m'installer dans leur cuisine avec un matelas pour y dormir. Leurs conditions de vie étaient très modestes et je ne voulais pas leur imposer davantage de contraintes. Je lui ai donc déclaré que je chercherais une autre solution, mais que je souhaitais néanmoins pouvoir utiliser leur salle de bain pour prendre des douches. Sans alternative, j'ai finalement pris la décision de vivre dans ma voiture le temps de trouver un logement. C'était fin octobre et je poursuivais mon emploi à l'usine. À la fin de chaque journée de travail, je me rendais chez mon ami pour me laver, puis je retournais dormir dans ma voiture. Je prenais bien soin de bien verrouiller toutes les portes. Les premières nuits étaient empreintes de peur et je luttais pour trouver le sommeil. Mais au fil du temps, je me suis progressivement habituée. 1 à 2 fois dans le mois, je retournais chez mon oncle pour récupérer mon courrier car j'avais conservé mon adresse là-bas. Lorsque mon oncle me questionnait sur mon lieu de résidence, je me contentais de répondre brièvement que je logeais chez un ami. Un jour, au cœur de l'hiver glacial, j'étais pris de fièvre depuis 3 jours déjà. C'est alors que j'ai décidé d'appeler mon ami, dans l'espoir de pouvoir passer une journée au chaud chez lui. À mon arrivée, sa mère, en découvrant mon état de faiblesse, a immédiatement pris les choses en main en me prodiguant des médicaments. Mon ami lui avait déjà confié la triste réalité de ma situation. Mes parents étaient séparés et m'avaient laissé à l'abandon. Remplie de compassion, elle m'a questionné sur l'endroit où je résidais actuellement. Dans un moment de vulnérabilité, j'ai choisi de mentir en lui décrivant un logement dans un immeuble aux abords de la ville. Le soir venu, elle a préparé une soupe revigorante pour moi. Et en fin de soirée, j'ai dû retourner à ma voiture, le cœur lourd de mensonges et d'émotions. L'arrivée du printemps n'avait pas apporté de solution à ma quête de logement. Un jour, mon ami m'a contacté, me proposant la possibilité de gagner un peu d'argent au noir. Lui et son père effectuaient des petits travaux de rénovation le week-end pour un ami de son père, et ils avaient besoin d'un coup de main. J'ai accepté avec empressement, bien que je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Je lui ai confié mes inquiétudes quant à ma capacité à accomplir ces tâches, ne sachant pas par où commencer. Mon ami m'a rassuré en me disant de ne pas m'en faire, que j'apprendrais au fil du temps, et en attendant, je pourrais les aider en tenant ou en portant des objets. Ce jour-là, je me suis rendue sur le chantier où une maison nécessitait des travaux de rénovation. Mon ami et son père m'ont alors présenté à Jean-Pierre, un homme qui possédait plusieurs appartements et maisons. Son activité consistait à acquérir des logements pour les rénover en vue de les mettre en location. Malgré son âge, Jean-Pierre devait avoir la 50aine, il était plein d'entrain et d'humour sur le chantier. Au fil des week-ends, j'ai contribué à la rénovation des biens de Jean-Pierre.
il a rapidement pris de l'appréciation pour moi, impressionné par ma détermination et ma persévérance au travail. Nous avons tissé des liens au-delà du chantier et sa camaraderie a apporté une lueur d'espoir à une période difficile de ma vie. Je lui ai confié mon histoire, lui expliquant que mes parents s'étaient séparés et que j'étais désormais livrée à moi-même, vivant seule. Un samedi soir, après le travail, il a voulu me faire plaisir en m'invitant à dîner dans un restaurant. Ensuite, il m'a offert de me raccompagner chez moi, mais je ne voulais pas qu'il découvre que je vivais dans ma voiture. J'ai donc prétendu que mon logement était à proximité et que je marcherais. Cependant, il a insisté pour connaître l'emplacement exact, car il avait l'intention de me rendre visite un jour. Dans la précipitation, j'ai pointé au hasard vers un grand bâtiment situé à quelques centaines de mètres. Il a paru perplexe et m'a interrogé. « Es-tu certain que tu habites là-bas? Car les loyers de ce bâtiment sont excessivement élevés. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent se le permettre. » J'étais pris au dépourvu et ne savais plus quoi répondre. C'est alors que, rassemblant mon courage, j'ai finalement décidé de lui avouer la vérité, que je vivais en réalité dans ma voiture. Lorsque Jean-Pierre a pris conscience de ma situation de vie, il m'a tendu la main en me proposant de me louer un de ses logements, me faisant payer que la moitié du loyer. Les larmes aux yeux, je lui ai adressé des remerciements émus, profondément touché par sa générosité. De temps en temps, Jean-Pierre venait chez moi pour partager un café. Il me considérait comme un fils et profitait de ces moments pour me prodiguer des leçons de vie. Un jour, il m'a confié. « Tu sais, Alexis, quand on a des proches ou des amis dans le besoin, il faut leur tendre la main et les soutenir. Il ne faut pas attendre qu'ils soient décédés pour venir pleurer à leurs funérailles en offrant des dons. Je connais des gens qui agissent ainsi. Ils rechignent à aider leurs proches de leur vivant, mais lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils n'hésitent pas à rédiger un chèque pour leur famille. Pourtant, cela ne ramène pas les défunts. C'est pendant leur existence qu'il fallait être présent pour eux. » Ces paroles portaient une profonde émotion et une grande sagesse. Jean-Pierre était véritablement une âme d'une générosité sans borne. Il ne ménageait pas ses efforts pour aider ceux dans le besoin, prêtant même de l'argent quand la situation l'exigeait. Un samedi, un ouvrier d'origine étrangère est venu nous prêter main forte sur un chantier. Dans un moment de confidence, il nous a partagé son désarroi. Sa femme venait d'accoucher. Il enchaînait les emplois temporaires pour subvenir aux besoins de sa famille, et chaque centime comptait. Les yeux embués de larmes, il nous a révélé qu'il risquait de perdre son emploi, car sa vieille voiture venait de rendre l'âme, menaçant ainsi son moyen de transport pour se rendre au travail. Le soir venu, Jean-Pierre m'a appelé pour discuter d'une idée qu'il avait en tête. Il m'a confié qu'avec sa femme, il possédait 3 voitures, dont l'une était plus ancienne et restait souvent au garage. Il m'a demandé mon avis sur l'idée de donner cette voiture au jeune ouvrier désespéré pour l'aider dans sa situation. J'ai répondu à Jean-Pierre que si la voiture ne lui était plus utile, alors c'était une formidable manière de la mettre à profit pour quelqu'un dans le besoin. Le lendemain matin, Jean-Pierre est arrivé avec cette voiture et s'est dirigé vers le jeune ouvrier pour lui remettre les clés. Il lui a expliqué que désormais la voiture lui appartenait. Le travailleur, confus et surpris, a initialement refusé, mais Jean-Pierre a insisté avec bienveillance. Dans un geste de gratitude profonde, l'ouvrier s'est agenouillé devant Jean-Pierre pour lui exprimer sa reconnaissance sincère. C'était un moment rempli d'émotion et de solidarité. Ça faisait déjà 1 an que je travaillais pour Jean-Pierre, en parallèle de mon emploi à l'usine. Un matin, alors que je sortais de la douche, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. Enveloppée uniquement d'une serviette, j'ai ouvert la porte pour découvrir une jeune fille absolument charmante, d'une beauté saisissante. Pris au dépourvu par la situation, j'étais resté sans voix. Elle s'est alors présentée, dévoilant qu'elle était la fille de Jean-Pierre, venue collecter le loyer en l'absence de son père. Bien que j'ai déjà rendu visite à Jean-Pierre à plusieurs reprises, je ne l'avais jamais croisé auparavant. Face à mon étonnement, elle m'a souri et a dit « Mon père m'a beaucoup parlé de toi. Je m'appelle Marina. On ne s'est jamais rencontrés parce que j'étais à l'étranger pour mes études. Je suis rentrée il y a 2 semaines. » Je lui ai répondu que j'étais ravie de faire sa connaissance. Après lui avoir remis le loyer, elle est repartie. Mon cœur battait la chamade, car je venais de succomber à un coup de foudre pour elle. Cependant, il était inconcevable pour moi de laisser naître des sentiments, car elle était la fille de celui qui m'avait tant aidé. De plus, je n'imaginais pas qu'elle puisse s'intéresser à quelqu'un comme moi. Depuis ce jour, c'était souvent Marina qui venait collecter les loyers, et à chaque occasion, nous profitions de brèves discussions. Parfois, elle venait sur les chantiers et passait du temps à discuter avec moi.
Avec le temps, une amitié avait pris forme entre nous. Cependant, je gardais jalousement mes sentiments pour elle, les enfuissant au plus profond de moi. Un jour, lors d'une invitation à un dîner chez Jean-Pierre, j'ai remarqué que Marina était accompagnée d'un jeune homme. Ils semblaient très proches, et j'ai immédiatement supposé qu'il devait être son petit ami. Bien que je discutais avec Jean-Pierre, mon regard ne pouvait s'empêcher de se tourner vers eux. Un mélange de jalousie et d'agacement s'était insinué en moi, même si je tentais de le dissimuler. Un jour, au cours d'une conversation, je posai la question à Marina à propos du jeune homme qui semblait la voir régulièrement. Avec une certaine réserve, elle m'a révélé qu'elle avait eu une relation avec ce garçon avant de partir à l'étranger pour ses études. Elle m'a confié qu'il lui avait demandé de revenir dans sa vie en tant que sa petite amie, mais qu'elle était encore indécise à ce sujet. Ces mots portaient une certaine hésitation et des émotions complexes. Un matin, alors que Marina était venue récupérer le loyer, j'ai eu le courage de l'inviter à rester pour boire un café. C'est à ce moment-là qu'elle m'a ouvert son cœur et m'a demandé mon avis sur sa situation. Devait-elle accepter de se remettre avec cet ancien petit ami? J'ai cherché à comprendre ce qu'elle ressentait vraiment pour lui, l'encourageant à ne pas prendre de décision précipitée et à réfléchir à ses véritables sentiments. Elle m'a alors avoué qu'elle avait été profondément amoureuse de lui autrefois, mais qu'aujourd'hui, elle était confuse et ne savait plus où elle en était. Après son départ, j'ai secrètement espéré qu'au fond de moi, qu'elle choisirait de ne pas renouer avec ce garçon, bien que je garde mes sentiments pour elle cachés. Un week-end, alors que nous entamions la rénovation d'un petit appartement, Marina est passée déposer quelques outils. Cependant, son regard trahissait une certaine précipitation et une profonde réflexion. Intriguée, je lui ai demandé ce qui la préoccupait. Avec une voix empreinte d'hésitation, elle m'a expliqué qu'elle avait donné rendez-vous avec ce garçon dans le café d'en face pour lui donner sa réponse. Après mûre réflexion, elle envisageait peut-être de renouer avec lui. À ces paroles, j'ai senti comme un déchirement au fond de moi. Une fois Marina partie, mon esprit était en ébullition. Je n'arrivais plus à me concentrer sur le travail. L'idée qu'elle puisse accepter d'être la petite amie de ce jeune homme me tourmentait profondément. La douleur était devenue insupportable. Je me suis alors précipitée hors du bâtiment. De l'autre côté de la rue, le petit café m'attendait. D'un pas hésitant, j'y suis entrée. Et là, assise, seule à une table, Marina sirotait son jus de fruits, l'attente laissant transparaître son impatience. Lorsque je me suis approchée d'elle, son visage a exprimé la surprise en me voyant. Assis en face d'elle, j'ai parlé d'une voix sérieuse en lui demandant de ne pas sortir avec ce jeune homme. Confuse, elle m'a demandé pourquoi. Soudain, le jeune homme en question est entré dans le café, venant d'arriver. J'ai alors chuchoté à Marina que je lui expliquerai plus tard et que surtout, elle ne devait pas accepter de se remettre avec lui. Je me suis éloignée pour m'asseoir à une autre table, les observant discuter du coin de l'œil. De temps en temps, je percevais le regard perdu que Marina me lançait. Lorsqu'il est parti, affichant un visage marqué par la tristesse, j'ai compris que Marina avait suivi mon conseil et avait refusé sa demande. Je suis retournée m'asseoir en face d'elle, le cœur battant la chamade. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le courage de lui avouer mes sentiments, de lui exprimer le désir de la connaître davantage. Après un moment de silence pesant, elle m'a révélé qu'elle avait essayé de se rapprocher de moi par le passé, mais que j'avais toujours semblé indifférent, la considérant simplement comme une amie. Elle m'a confessé qu'elle aussi était tombée amoureuse de moi. Alors, j'ai partagé avec Marina les craintes qui m'avaient empêché de lui montrer mes véritables sentiments. J'étais un jeune homme sans famille, perdu dans la vie, tandis qu'elle était la fille de mon bienfaiteur. Je pensais qu'une relation entre nous était tout simplement impossible. Marina a alors posé la question qui m'obsédait. Pourquoi avais-je cette perception d'elle et de son père? Avec une sincérité touchante, elle m'a révélé que son père n'avait eu que des mots bienveillants à mon égard. Il l'encourageait même à trouver quelqu'un comme moi, quelqu'un de compréhensif et attentionné, quelqu'un qui connaît ce qu'est la misère et qui s'investira à fond pour réussir sa vie. Son père était, selon elle, une personne profondément compréhensive et bienveillante. Il lui avait toujours enseigné de ne jamais juger les gens en fonction de leur situation. Il lui avait inculqué la valeur de tendre la main à ceux dans le besoin. C'est pourquoi, m'a-t-elle expliqué, elle ne m'avait jamais regardé de haut ni jugé en fonction de ma condition. Pour me rassurer, Marina m'a invité à l'accompagner pour parler à son père, afin d'obtenir son approbation pour notre relation naissante. Lorsque Marina a expliqué la situation à Jean-Pierre, il a éclaté de rire, me laissant perplexe. Puis, il s'est tourné vers moi avec sérieux et m'a interrogé sur mes sentiments pour Marina et mes intentions futures.
Il voulait savoir si j'aimais Marina sincèrement et si je pouvais envisager de devenir son gendre à l'avenir. Je lui ai répondu que mes sentiments envers Marina étaient profonds et sincères. Concernant l'idée de devenir son gendre, je ne pouvais pas encore anticiper comment notre relation évoluerait. Jean-Pierre m'a alors indiqué que si je voulais sortir avec sa fille, je devais reprendre mes études, qu'il serait prêt à me soutenir. Ainsi, plus tard, je pourrais m'impliquer davantage dans ses affaires si je devenais son gendre. C'était un engagement qui débordait d'émotion et d'espoir. J'ai alors pris la décision de reprendre mes études avec le soutien de Jean-Pierre. Après avoir obtenu un master en finance, j'ai pris la décision d'épouser Marina. Plein d'enthousiasme, je contactai ma mère pour lui partager cette grande nouvelle et solliciter son aide pour les préparatifs du mariage, en particulier pour la liste des invités du côté de notre famille. Cependant, elle m'a répondu avec regret qu'elle était débordée et m'a suggéré de m'adresser à mon père, rappelant que je portais toujours son nom. Elle a également exprimé des doutes quant à sa présence à la cérémonie. C'est ainsi qu'elle m'a donné le numéro de mon père, avec une pointe d'hésitation dans la voix. Lorsque j'ai partagé notre projet de mariage avec mon père, il a semblé indifférent, m'informant simplement que même si je portais toujours son nom, il ne me considérait plus comme son fils. De plus, il m'a annoncé qu'il ne viendrait pas à mon mariage, expliquant qu'il avait refait sa vie et qu'il avait désormais une nouvelle famille. Quant à mon oncle et ma tante qui m'avaient hébergé pendant un certain temps, ils ont prétexté être occupés ce jour-là, déclinant ainsi mon invitation. Cette situation m'a profondément déçu et rempli de tristesse, sachant que je n'aurais aucun membre de ma famille proche présent à ce moment si important de ma vie. Les autres membres de la famille, tels que les cousins, les autres oncles et tantes, ne me connaissaient pas très bien, et sans la présence de mes parents, ils ne feront pas non plus le déplacement. L'unique présence familiale serait celle de ma sœur, accompagnée de son mari et de leurs enfants. C'était un moment émotionnellement difficile pour moi. Face à ma détresse émotionnelle, Jean-Pierre a prononcé ces mots réconfortants. « Écoute, Alexis, ne laisse pas ta famille te perturber. L'amour entre toi et Marina est ce qui compte le plus. Alors, ne te préoccupe de rien d'autre et mariez-vous. Je vous aiderai à organiser votre mariage. Même si ta famille semble absente, je serai là pour toi. En tant qu'investisseur, je te guiderai dans le monde des affaires pour que tu puisses suivre mes traces. Quand tu atteindras la réussite, ta famille te verra sous un autre jour et à ce moment-là, ils reviendront vers toi. C'est ainsi que la vie fonctionne. » Après notre mariage, Jean-Pierre nous a fait don d'une de ses maisons en cadeau. Un matin, il est venu me parler avec bienveillance. « À présent, tu es mon gendre. Je sais que toi et Marina, vous avez des emplois qui vous permettent de vivre. Mais si tu as réellement l'ambition de devenir riche, il te faudra te lancer dans les affaires. Si cela te convient, je suis prêt à te former, à partager avec toi tout ce que je sais. Tu devras obtenir une licence d'entrepreneur et je serai là pour te soutenir du mieux que je le pourrai. Lorsque je t'ai rencontré, tu traversais des moments très difficiles. J'avais de la peine pour toi, mais j'ai aussi vu en toi une persévérance hors du commun. Et j'ai su que tu étais une personne de valeur. Je suis convaincue que tu rendras ma fille heureuse jusqu'à la fin de vos jours. Si tu acceptes ma proposition, je ferai de toi un homme d'affaires accompli. » Les yeux embués de larmes, j'ai confié à mon beau-père Jean-Pierre. « Jean-Pierre, je me suis toujours senti comme un orphelin. Mes parents ne se sont jamais souciés de moi. Maintenant, la seule famille que j'ai, c'est vous. Vous êtes devenu comme un père pour moi. Depuis mon plus jeune âge, j'ai nourri des aspirations, des rêves et des projets plein la tête. Malheureusement, le destin a voulu que je naisse dans une mauvaise famille, ce qui a entraîné une vie misérable. Cependant, maintenant que je suis avec Marina, je te promets que je ferai tout en mon pouvoir pour réussir dans les affaires. Ainsi, tes efforts ne seront pas vains et tu pourras être fier de moi. » Avec le soutien de mon beau-père, j'ai embrassé une carrière d'investisseur immobilier, tout comme lui. Ma vie a connu une prospérité grandissante et j'ai gagné le respect au sein du monde des affaires. Comme l'avait prédit Jean-Pierre, au fil du temps, mes cousins et mes oncles se sont peu à peu rapprochés de moi, cherchant mon aide en cas de besoin. Ils m'ont avoué qu'ils avaient autrefois pensé que je menais une vie de débauche en raison de l'abandon de mes parents. Même cet oncle, qui m'avait autrefois hébergé, s'est avancé vers moi un jour avec une timidité gênée pour présenter ses excuses pour ne pas avoir été un oncle bienveillant. Ainsi, ma famille a renoué avec moi, partageant des repas conviviaux. Un soir, j'ai eu la surprise de recevoir un appel de mon père. D'une voix chargée d'émotion, il m'a dit « Mon fils, je te demande pardon. Je n'ai pas su être un père pour toi. À l'époque, j'en voulais énormément à ta mère pour ses infidélités. Et je me suis mis aussi à vous détester, toi et ta sœur.
Après le divorce, j'étais désespérée et je n'ai pas réfléchi au tort que je vous faisais. Aujourd'hui, je te demande sincèrement de me pardonner et pardonne aussi à ta mère, car nous n'avons pas su être de bons parents pour vous. Pardonne-nous pour les souffrances que nous avons causées. Tu sais, la famille parle beaucoup de toi en bien, et je suis fière que tu aies réussi ta vie. J'ai alors répondu à mon père. Papa, je te pardonne, mais j'aimerais que tu saches que sans mon beau-père, je ne serais peut-être plus de ce monde. Sais-tu ce que j'ai enduré après votre divorce? Sais-tu que j'étais à la rue et que j'ai dû vivre dans ma voiture? Je connais maintenant ce qu'est l'abandon et la misère. Je ferai en sorte d'être un bon père pour mes enfants, car je sais à quel point c'est douloureux d'être abandonné, de ne pas avoir l'amour et le soutien de ses parents. Aujourd'hui, je vis dans le bonheur aux côtés de ma femme et de nos enfants. Nos deux familles se sont rapprochées, créant ainsi un nouveau chapitre de notre histoire. Mon parcours a commencé dans la misère, mais grâce à la main tendue de mon beau-père, j'ai fini par connaître la réussite. Je lui suis infiniment reconnaissant. Mon beau-père est devenu bien plus qu'un membre de la famille. Il est devenu mon meilleur ami et nous partageons des moments de joie et de complicité ensemble. Chaque fois que je lui propose d'aller à la pêche, il est toujours partant. Je remercie profondément mon beau-père d'avoir été la lumière qui a éclairé mon chemin. Jean-Pierre est la personne qui m'a le plus inspiré et que j'admire le plus. Rencontrer une personne aussi extraordinaire est très rare. J'aimerais dire à ceux qui ont été abandonnés par leurs proches de ne jamais perdre espoir, car il existe des personnes telles que mon beau-père, prêtes à vous tendre la main et à vous guider vers la réussite.